Alors, dans cette vidéo, je vous propose d'étudier ensemble la deuxième partie du cours sur la conscience. Pour rappel, dans la première partie, on a fait un éloge de la conscience. On a montré en quoi toutes les facultés humaines en dépendaient. La liberté, la moralité, euh, la raison, etc. Et on en a conclu que la conscience était un avantage, la conscience réflexive en tout cas, que la posséder faisait notre grandeur, notre dignité, voilà. Mais donc dissertation oblige et donc raisonnement dialectique. Il s'agit à présent donc de démontrer que la conscience fait aussi, attention à ne pas se contredire, hein, elle fait aussi, elle fait également le malheur de l'homme, la misère de l'homme. Donc on s'est notamment servi du texte de Pascal, de Blaise Pascal, le fameux texte L'homme est un roseau pensant pour effectuer cette transition, puisque Pascal y révèle bien l'ambiguïté en fait propre à la conscience, à la fois un don et à la fois un fardeau. J'ai fait le choix de me concentrer sur deux aspects en particulier, sur deux douleurs, deux souffrances particulières apportées par le fait d'être conscient, de posséder la conscience réflexive. Hein. C'est un choix pédagogique, mais j'aurais très bien pu parler d'autres types de souffrances. Donc la première sous-partie se consacre à la conscience de notre temporalité, c'est-à-dire le fait qu'on s'inscrit dans le temps. Ça me tient particulièrement à cœur, c'est un sujet qui m'est cher, donc ça me tient à cœur de parler de ça, de notre rapport au temps et donc des différentes souffrances qui en découlent. La deuxième partie, tout simplement, aborde la question des prises de conscience, qui sont plus ou moins douloureuses, mais ce sera aussi l'occasion justement de faire une transition sur le grand 3, où il sera question de montrer que les prises de conscience, certes douloureuses, sont presque toujours libératrices. Donc ce sera comme ça que je résoudrai le problème de la conscience, pour trancher au final avec un ultime éloge de la conscience, voilà, de la prise de conscience libératrice, même si douloureuse. Alors, pour rappel, donc, la conscience fait la misère de l'homme. Tous les sentiments désagréables, toutes les émotions négatives, toutes les passions au sens philosophique n'existent que parce que l'homme possède la conscience réflexive. L'angoisse, la culpabilité, l'ennui, la nostalgie, la mélancolie, etc. Et vous remarquez que dans les exemples que j'ai donnés, deux, pardon, sont liés à notre rapport au temps. C'est la culpabilité et la nostalgie. Et même l'ennui en fait, trois. Culpabilité, c'est lié à notre rapport au passé qui ne passe pas, hein, c'est le remords. L'angoisse, c'est lié au futur, et l'ennui à l'incapacité d'être attentif au temps présent. C'est pour ça que toute ma première sous-partie est consacrée à notre rapport au temps, et donc rapport qui est conflictuel et qui est créateur de souffrance. Donc ce qu'on appelle la temporalité, c'est le fait de s'inscrire dans le temps, dans la durée. Et c'est le fait, bien sûr, d'en être conscient. Enfin, je veux dire, tous les êtres vivants ont une temporalité. La différence chez l'homme et certains animaux, c'est qu'on a conscience de cette temporalité, de s'inscrire dans le temps. L'ennui n'existe que parce qu'on a conscience de s'inscrire dans le temps. Risque de me répéter, le remords, l'angoisse n'existe que parce qu'on a conscience d'avoir un passé et un avenir. C'est pour ça qu'on trouve chez certains philosophes, Nietzsche par exemple, dont il est question dans la deuxième sous-partie, on trouve chez lui un éloge de l'oubli et un éloge de la condition animale qui serait d'après lui étrangère à la conscience de la temporalité, étrangère à la conscience du temps qui passe, et étrangère tout simplement à l'ennui. Parce qu'en fait l'animal serait toujours attentif au temps présent, il ne vivrait jamais de bientôt, il ne vivrait jamais de auparavant, dans les temps passés, alors que nous, oui, nous, on peut souvent se surprendre à dire c'était mieux avant et puis ça ira mieux plus tard. Et en fait, quand vous dites ça, qu'est-ce que vous démontrez à votre corps défendant, en fait, c'est que vous n'êtes pas à l'aise avec le présent. Mais au risque de vous spoiler l'affaire,
si vous n'êtes pas à l'aise avec votre présent, vous ne serez pas à l'aise avec votre avenir non plus, puisque votre avenir, ce sera du présent, au moment où il sera vécu. Enfin, c'est-à-dire ça, je ne l'ai pas mis dans mon cours, mais en fait, je pense qu'on devrait faire un éloge. Enfin, moi, je suis complètement d'accord avec Nietzsche pour faire un éloge du temps présent. Un éloge, en fait, le fameux éloge, c'est le fameux carpe diem. À force de toujours vivre de plus tard, un jour, demain, peut-être, etc., on passe tout simplement à côté de son existence, et puis surtout, on passe à côté de ce que le présent a à offrir, en fait. Il y a des personnes qui ne s'ennuient jamais. Ces personnes-là, elles sont heureuses. Elles sont bien plus heureuses. Et c'est pas parce qu'elles n'ont pas conscience du temps qu'elles ne s'ennuient pas. C'est parce qu'elles arrivent à trouver dans le présent des satisfactions. Enfin, je m'égare un petit peu, je reprends les choses dans l'ordre. Alors, donc la temporalité, je viens de le définir. Vous avez une petite introduction avant, avant le petit a, et donc en fait, le A, le B, le C correspondent à 3 sentiments désagréables liés à la conscience donc, de notre temporalité, du fait qu'on s'inscrit dans la durée. Alors, très 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 belle formule hein, du penseur présocratique Héraclite. On ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve. Qu'est-ce qu'elle signifie cette formule? Donc, au sens littéral, elle signifie que, enfin, c'est pas le sens le plus intéressant bien sûr, mais au sens littéral, on est d'accord que vous aurez beau vous baigner une 2e fois dans le même fleuve, à 10 minutes d'intervalle, ce ne sera pas du tout la même baignade. L'eau aura changé puisqu'elle aura été emportée par le courant, et vous aussi en 10 minutes vous aurez vécu tout un tas de changements parfaitement indétectables. Le sens métaphorique, c'est ce sens-là qui est beau et cruel en même temps. Ça signifie qu'on ne peut pas vivre 2 fois la même chose. On ne peut pas remonter le temps, qui est par essence, concept très important, irréversible. On ne peut pas remonter le temps pour revivre à l'identique une situation qu'on a vécue. On ne peut pas remonter le temps, on ne peut pas le stopper, on ne peut pas l'accélérer. Enfin bref, le temps a ses propriétés physiques qui sont parfaitement inviolables. Et c'est là d'ailleurs que vient beaucoup de fantasmes dans le monde scientifique. Réussir à déjouer les lois propres au temps, et voilà, c'est ce qui donne naissance après à des films comme Retour vers le futur, par exemple, pour citer le plus célèbre, qui met bien en scène voilà, ce désir de remonter le temps, comme s'il y avait là une nécessité, une urgence, qui montre bien notre malaise, justement, avec le présent. Et donc avec l'avenir, parce qu'un malaise au temps présent, c'est un malaise qu'on se prépare pour l'avenir. Donc le caractère irréversible du temps, on ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve, on ne peut pas revivre la même chose. Implicitement, c'est donc une invitation hein, à vivre les choses au temps présent, puisque après l'heure, c'est plus l'heure. Je vous ai mis un texte qui est vraiment magnifique, un texte d'un philosophe peu connu et peu étudié, qui est Louis Lavelle, c'est un philosophe du XXe siècle. Je vous laisserai lire le texte, mais voilà, c'est un texte vraiment magnifique sur la douleur du jamais plus. Formule déchirante, hein, la douleur qui est liée, encore une fois, à la conscience donc, du caractère irréversible du temps, qu'on ne peut pas remonter. Voilà, donc on est d'accord, le sentiment négatif qui découle de cela, c'est la nostalgie, et dans le pire des cas, c'est carrément le désespoir en fait. Désespoir lorsque on se rend compte que c'était la dernière fois qu'on voyait ce visage, que c'était la dernière fois qu'on passait du temps avec cette personne. Autre sentiment négatif qui vient de la prise de conscience de l'irréversibilité du temps, c'est le remords. Voilà. J'aurais dû. J'aurais dû, je ne l'ai pas fait. Le temps est irréversible. Ma faute est irrattrapable. Je peux toujours chercher à me faire pardonner, mais ce qui est fait a été fait et ne peut être défait. C'est terrible. Quand on y pense, c'est vraiment terrible. Petit b, les affres de la mémoire et l'incapacité d'oublier, tout ça c'est lié. Donc j'en parlais tout à l'heure, je reviens pas trop longtemps dessus. Donc c'est l'éloge de l'oubli par Nietzsche.
éloge de l'oubli, éloge de la condition animale, qui serait anhistorique. Anhistorique, ça signifie qui ne s'inscrit pas, qui n'a pas d'histoire, qui ne s'inscrit pas dans le temps. Enfin, qui s'inscrit pardon dans le temps, mais qui n'en a pas conscience. Donc un bel éloge de l'oubli, un bel éloge de l'insouciance de l'enfant avant la conscience et de l'animal qui ne savent pas qu'ils vont mourir, qui ne savent pas que le temps est irréversible, qui ne sont pas conscients de leur ennui, que le présent peut être source d'inquiétude. J'ai pas trop développé, mais la fin du texte est intéressante parce que Nietzsche ne se situe pas qu'à un point de vue individuel, personnel, hein, parce que il y a toute une dimension collective, hein, il le dit, il y a un degré d'insomnie, un degré de rumination, un degré de sens historique, il y a une virgule en trop, un degré de sens historique qui nuit donc à tout un peuple, à toute une civilisation. Donc le fait de ruminer, hein, c'est le fait de ne pas réussir à laisser passer le passé, hein, c'est le fait de toujours revenir sur un acte du passé. Enfin, je veux dire, ça on le fait individuellement, dans le cadre d'une amitié, en famille, dans le couple. On ne laisse pas passer certaines choses, en fait on rumine, hein, c'est très désagréable ruminer. Et donc il nous dit il y a un degré voilà, d'insomnie, donc d'absence de quiétude, de rumination, qui nuit donc non seulement à l'homme, mais aussi à l'échelle collective, à tout un peuple. Et c'est vrai qu'un peuple qui rumine des actes du passé, auquel il n'a pas forcément participé d'ailleurs, je pense notamment au peuple allemand, le peuple allemand contemporain qui se sent coupable de ce qui a pu se produire dans leur histoire, alors que ça ne les concerne pas eux. Enfin bref, un peuple qui rumine son passé, c'est un peuple qui ne prépare absolument pas les conditions pour un avenir plus lumineux. C'est pareil à l'échelle individuelle, si vous ruminez une mauvaise note par exemple, hein, pour prendre un exemple un peu bête mais concret, vous ruminez une mauvaise note, vous préparez absolument pas le terrain pour progresser. Parce que par exemple, vous allez vous en prendre au professeur qui vous a mis cette note-là, ou vous n'allez pas être dans une bonne disposition, en fait, pour aller de l'avant. Voilà, donc très bel éloge de l'oubli par Nietzsche. Et la dernière sous-partie, c'est cette fois notre relation à l'avenir. Créatrice cette fois d'angoisse. Voilà. Donc anxiété, angoisse. L'anxiété autant elle est souvent liée au présent, l'angoisse elle est vraiment liée à notre relation à l'avenir, à la crainte. Là je vous renvoie à Sartre. On avait parlé dans le cours sur la liberté, à la crainte de faire des choix et de se tromper et de devoir répondre de ses choix, d'en être responsable. Voilà. Et oui, du coup, deux facultés qui sont associées à la conscience dans notre relation au temps, c'est la mémoire et l'imagination. C'est pour ça que j'ai choisi en fait de traiter la question de la temporalité. Parce que ça englobe énormément de choses et on est d'accord quand même qu'au quotidien, on fait énormément marcher notre mémoire et notre imagination. Donc, vous avez bien compris, notre relation au temps qui fait intervenir la conscience, la mémoire et l'imagination est quand même très souvent une relation qui est difficile et qui est créatrice donc de sentiments désagréables. Synthèse, enfin conclusion de cela, là franchement il vaudrait mieux ne pas posséder la conscience réflexive. Et oui, là on est en droit d'envier l'existence de l'animal. Et donc, deuxième sous-partie, je m'arrêterai là. Je réserve l'explication de la troisième grande partie pour plus tard. Tout simplement, peut-être que vous avez eu la chance de ne pas encore en vivre, peut-être que vous n'en avez pas justement pris complètement conscience encore, mais au cours de l'existence, on vit des prises de conscience, parfois anodines, prise de conscience, je sais pas moi, chez l'enfant que le Père Noël n'existe pas, enfin c'est bon, on va pas en faire tout un flanc. Donc des prises de conscience parfois anodines et des prises de conscience parfois extrêmement douloureuses.
prendre conscience de la mortalité de ses proches, de leur vulnérabilité, prendre conscience euh, du caractère bancal de certaines relations amoureuses, prendre conscience du fait que la perfection elle n'existe pas, par exemple, quel que soit le plan, prendre conscience de ses défauts alors qu'on se pensait plein de qualités, prendre conscience de la réalité d'un métier alors qu'on en avait une image illusoire, idéalisée. Je vous ai mis des exemples, je vous ai mis un exemple qui vient d'un film particulièrement dur, hein, que je vous conseille pas forcément, mais je crois qu'il est sur Netflix. Je suis pas payée hein, pour faire de la pub pour Netflix, mais c'est le film Incendie. Voilà, je spoil pas, mais c'est un très très bel exemple de prise de conscience vraiment dévastatrice, quoi. Oui, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais il y a le film. Là, pour le coup, je pense que vous l'avez quasiment tous vu, le film Interstellar. Il aborde bien la question hein, de la relation douloureuse au temps et de à quel point la conscience de notre temporalité est accablante. Je pense à la scène centrale hein, où le héros. euh, comment il s'appelle déjà? J'ai oublié. Euh, Bref, ouais, scène centrale où le héros visionne, en fait, visionne tout court, euh, toutes les vidéos qui ont été laissées par ses proches en 15 ou 16 ans, sachant que c'est toutes les années qu'il a perdues avec ses compagnons sur une planète où le temps passe beaucoup plus vite en fait. Euh, enfin voilà, c'est une scène qui est déchirante et c'est là qu'on prend conscience de, en effet ce désastre en fait qui est parfois le temps qui passe quoi, inexorablement. Euh, donc, ce qui est important là, au niveau conceptuel pour les prises de conscience, c'est la distinction entre subjectivité et objectivité. Prendre conscience de quelque chose, c'est passer du registre de la subjectivité à celui de l'objectivité. C'est-à-dire, euh, une prise de conscience, elle me demande de remettre en question mes désirs, mes projections sur le monde, mes vues. Elle me demande de réajuster donc ma conception, ma perception des choses. Et tout ça, ça fait partie donc du domaine de la subjectivité. Hein. Mes désirs, mes conceptions, etc. Je dois passer au domaine au registre pardon, de l'objectivité. Je dois voir les choses telles qu'elles sont vraiment et non telles que je désire qu'elles soient. Voilà, ça c'est la distinction conceptuelle qui est importante ici. Je reprends l'exemple du métier. Hein, on se fait une conception très idéalisée, par exemple, du métier d'avocat ou du métier de médecin, à cause des séries, mais pas que. Hein, c'est dans la croyance populaire. Jusqu'au jour où on devient vraiment avocat ou médecin, et voilà. Là, on doit passer du domaine de la subjectivité à celui de l'objectivité, mettre de côté ses désirs et voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Tout ça, ça rejoint ce qu'on avait déjà traité dans le cours sur Désir et Bonheur avec l'illusion, notamment, le texte de Freud, hein. Illusion, erreur, idée délirante. Voilà, mais la transition, du coup, la transition établit le fait que si, comme j'ai dit en tout début de vidéo, que si certaines prises de conscience sont dévastatrices, il est plus ou moins possible de toujours se relever, en fait. Comme le dit la formule de Nietzsche, sur la mise au point, bon. Comme dit la formule de Nietzsche, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, et franchement c'est le cas de la plupart des prises de conscience. Si elles sont assumées, elles sont aussi le moyen d'aller vers plus d'authenticité, mener sa vie plus authentiquement. Je pense à la prise de conscience chez la femme qui est battue. C'est le moyen de vivre plus authentiquement son existence. Franchement, c'est le chemin vers plus de liberté. Donc, sans me répéter par rapport à la première partie, le grand 3 est l'occasion de refaire un éloge donc, de la conscience, mais en abordant un point particulier qui est l'absurde, la prise de conscience de l'absurde, donc c'est-à-dire de l'absence de sens à l'existence. Voilà, ça ce sera pour la prochaine vidéo. Comment peut-on mener sa vie sereinement lorsqu'on a pris conscience qu'elle n'avait strictement aucun sens.
En attendant, voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et j'espère que la vidéo vous a été utile. Si c'est pas le cas, s'il y a des choses, si vous avez des retours à faire, n'hésitez pas.